Schneider Electric, en 2025, a eu de très bons résultats. Donc l'entreprise démontre une accélération de sa dynamique opérationnelle portée par le redressement marqué de l'automatisation industrielle et la solidité structurelle de la gestion d'énergie. Le basculement stratégique vers une offre à haute teneur logicielle et digitale soutient une expansion continue des marges et une croissance robuste du résultat par action. Le positionnement du groupe au cœur des thématiques de l'intelligence artificielle et de l'électrification mondiale sécurise des perspectives de performance ou bien de croissance solide pour 2026. Donc on s'attend ici en 2026 à avoir de bons résultats, sauf surprise, vu le positionnement de la compagnie. Et je rappelle une chose, une grosse partie des revenus est de comment dire ça? Qu'est-ce que je raconte en fait? Excusez-moi. Je perds un tout petit peu le fil des idées parce que j'ai parlé de plusieurs entreprises en date d'aujourd'hui. Donc, on a une récurrence sur une grosse partie ici du chiffre d'affaires. Donc, une certaine régularité. Et donc, quand on regarde du Schneider Electric, excellente entreprise, on va faire un tour d'horizon. Avant de faire le tour d'horizon, je fais simple. Je prends ça, je l'inclus dans mon prompt OmniAnalyst. On le laisse travailler un tout petit peu. Et nous, on vient au niveau des éléments quantitatifs. On sait déjà qu'au niveau des résultats, ça s'est bien passé. OK? 2025, c'était une belle année. 2026, on s'attend également à une belle année. Peut-être même au-delà. Ce qui me force à croire, ce qui me pousse à penser que cette compagnie pourrait, pourquoi pas 25 fois les bénéfices. Comme vous pouvez le voir ici, en termes de performance, en termes d'attente, les attentes sont de plus en plus optimistes. Mais n'allons pas rapidement. Commençons par le commencement. Schneider Electric, on y va. On regarde ici les constantes au niveau des revenus, des marges, etc. Et je rappelle encore une fois que l'analyse quantitative, c'est la partie la plus facile. D'accord? Croissance des revenus, magnifique, on aime ça. Rien d'étonnant, c'est une belle entreprise. Et vous connaissez la chanson. Ça provient d'où? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est temporaire? Ensuite, on regarde la marge brute. Si croissance il y a. Premier niveau de pricing power, stabilité des marges. Deuxième niveau, croissance des marges. Croissance des marges brutes. Sur les 20 dernières années, c'est plutôt une stabilité. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici. OK? J'aime bien ce que je vois présentement. Et vous pouvez constater, depuis 2015, on a une croissance des marges brutes. Mais attention, ne tirons pas de conclusion tant qu'on n'a pas regardé ce que marge EBITDA nous raconte. Ça donne quoi? Même chanson, même impact. Magnifique. Ensuite, on regarde quoi? Free cash flow. Net margin, est-ce qu'on va dans le même sens? On a des free cash flow à peu près à vue d'œil de 11%, 11 à 12% par là. Et ce que j'aime faire, c'est ceci. Regardez. Je dézoome un tout petit peu, je mets ça en yearly et je fais ceci. Oh, il ne veut pas travailler en yearly, c'est pas grave. On le met annuellement, on met ici, médiane, boum. 20 dernières années, 10,5. 10 dernières années, presque 11%. 5 dernières années, 11,9, presque 12%. 3 dernières années, 12,3. Magnifique. Donc, on a une croissance des marges free cash flow. Si on regarde les marges nettes, est-ce que c'est la même chanson? On regarde ça, on dézoome, on trace notre médiane, bim, badaboum, 8%, 9%, 10%. Et on sait déjà que les marges de net sont inférieures aux marges de free cash flow. Ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui m'aurait plus dérangé, c'est si les free cash flow étaient moins élevés que ça. OK? Et donc, je vais quand même aller regarder dans les rapports financiers. C'est quoi le problème? OK? Donc, j'enlève ceci. On a compris que c'était une entreprise qui avait des marges solides. Premier niveau de pricing power sur le maintien des marges. On ne cherche même pas à voir plus que ça. Ici, maintien des marges, croissance des marges. Dette nette sur EBITDA. À quoi ça correspond? Dette nette sur EBITDA ici, excusez-moi, c'est dette nette sur EBITDA que je vais mettre. Dette nette sur EBITDA, on a quelque chose aux alentours de 1,8 fois l'EBITDA. Magnifique. Ensuite, dette nette du point de vue volume, ça ressemble à ceci. On a du 15 milliards par là. Et j'aime bien aller regarder les free cash flow, combien d'années ça couvre par rapport. Combien d'années les free cash flow peuvent. En combien d'années on peut rembourser la dette avec les free cash flow? On a à peu près en 3 années. C'est magnifique. J'aurais attendu 10 ans. J'aurais
appréciée déjà 10 ans de manière générale. Et donc, c'est une entreprise qui n'est pas endettée. Vous pouvez déjà comprendre qu'à partir d'ici, nous avons une entreprise qui est solide. Et donc, à partir d'ici, on peut également déterminer que cette compagnie mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est simple. Allez dans le groupe School, en description de la vidéo, envoyez-nous votre analyse et on va avoir tendance à confronter avec ce que nous avons lu à gauche, à droite, d'accord? Ouvrez le débat de manière générale. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas, le bootcamp du mois d'avril commence, enfin, la date limite, c'est le 31 du mois de mars. Les places étant limitées, faites attention, dépêchez-vous. Parce que la première cohorte a déjà terminé. On se donne à peu près un mois de pause et on reprendra au mois d'avril parce que c'était assez intense. Quand je dis intense, on a fait à peu près 8 séances par là et voilà. On a eu tendance à répondre à énormément de questions parce que ce sont essentiellement des personnes qui veulent travailler, qui veulent changer les choses et qui se disent « j'ai 30 jours pour le faire. En 30 jours, je t'apprends à analyser une compagnie. » Ah oui, en posant des questions, une vraie entreprise. D'accord? Donc, c'est prétentieux, mais ça marche. Et j'ai dit une chose, c'est que la garantie est simple. Si après les 30 jours, tu es incapable d'analyser la compagnie, je te rembourse. Donc, techniquement, tout est sur ma charge. OK? Je me dois d'être performant dans le sens où je vous donne les clés. Et quand vous-même vous les aurez entre les mains, vous allez dire « Ah ouais, mais qu'est-ce que je faisais depuis ?» Dans le bootcamp, si ça fonctionne encore le lien, c'est-à-dire qu'il y a encore de la place. Et pendant que, voilà, c'est pour ceux qui ont déjà eu tendance à se former, etc., vous avez la bibliothèque de prompt pour accélérer vos connaissances. Pour accélérer, pas les connaissances, mais oui, quoique oui, parce que ça vous permet d'approfondir les informations. Et ne pensez pas que un prompt comme celui-ci, qu'on appelle Omni Analyst, ce n'est qu'un prompt parmi tant d'autres. Il y en a à peu près une trentaine. Omni Analyst, c'est bien. Mais Omni Analyst, on peut aller encore plus loin que ça. Et je rappelle que vous avez des prompts gratuits ici. J'en ai mis un pour les ETF, un pour les actions. Ici, vous copiez juste dans Gemini ou comme vous voulez et vous pouvez l'utiliser. Et donc, si on revient ici, dans notre prompt qu'on a lancé, dans ce Omni Analyst que j'ai lancé sur Schneider, la première chose, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait? On vous le décrit ici. Comment gagne-t-elle de l'argent? Qui sont ses clients? Où opère-t-elle? Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est quelle métrique de valorisation je vais utiliser en termes de phase, cette entreprise. Et en phase 5, c'est normal, marge optimale, même si c'est même encore en croissance de manière générale. Mais c'est un business sur lequel on peut déjà utiliser le price to earning. OK? Ou bien le price to free cash flow. Et donc, vu qu'on a vu que les marges de free cash flow sont plus élevées que les marges nettes, le free cash flow pourrait représenter ici la véritable rentabilité de ce business-ci. J'ai bien dit pourrait. Et donc, est-ce qu'on a un avantage concurrentiel? La réponse également est oui. Comment il s'appelle? Coût de changement. D'accord? Ça veut dire quoi en termes de coût de changement? Ici, vous avez également actifs immatériels, mais le coût de changement ici, les coûts de changement de Schneider Electric opèrent à plusieurs niveaux. Au niveau du produit, vous avez les tableaux électriques, disjoncteurs, systèmes de gestion d'énergie sont certifiés, testés et intégrés dans l'infrastructure des clients. Les changer implique des recertifications coûteuses et des risques opérationnels. Imaginez remplacer le système de distribution électrique d'un data center en fonctionnement. C'est difficile. Oui, bon, il paraît que c'est difficile. Et je dis qu'au niveau des logiciels, vous avez AVEVA, etc. Bref, il ne suffit juste pas de lire que la réponse que l'IA vous a donnée. Double vérification, c'est à ça que ça sert généralement, les liens, etc. Mais on va toujours aller dans les conférences calls. De toute façon, je pourrais vous montrer comment est-ce que vous faites ça. Vous pouvez vérifier l'information, etc. Parce que nous, n'oubliez pas ce qui est écrit ici en bas. Claude est une IA et peut faire des erreurs. Veuillez vérifier les sources citées. On se base sur des sources. La source principale, c'est toujours le rapport financier. C'est la raison pour laquelle, dans le bootcamp, on se base uniquement sur un rapport financier. On pose les bonnes questions. En posant les bonnes questions, vous aurez les bonnes informations. D'accord? Bref, ça, c'est la réponse qu'ils nous donnent. On peut voir ici que c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel. Ça se voit. Les marges sont stables, etc. Et je n'ai même pas regardé le ROIC. OK? Celui-ci, on peut regarder le ROIC. Certains, quand ils le regardent, ils se disent « Ah, l'entreprise a un pricing power. » Mais si c'était, disons, en 2020, vous auriez dit quoi? Elle n'a pas de pricing power? C'est une belle entreprise depuis très longtemps. Pas juste maintenant, mais depuis très longtemps. Et donc, le ROIC, on peut dire beaucoup de choses dessus. Je pense qu'on fera une vidéo dessus, je pense, concernant Vitech, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans le groupe School. Bref, on sait quelle métrique on va utiliser pour l'analyser. On sait pourquoi est-ce qu'on va utiliser cette métrique-là. On sait qu'on a un avantage concurrentiel. Est-ce que cette compagnie mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. Maintenant, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entreprise?
Le marché a tendance à payer combien en moyenne sur ce genre de business? La médiane ici est située aux alentours de 15 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, c'est 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, à peu près 25 fois les bénéfices. Actuellement, c'est 25 fois les bénéfices parce qu'on a une accélération du chiffre d'affaires, une accélération des marges. Tôt ou tard, ça va s'arrêter et on va revenir à une certaine moyenne. Donc, pour ceux qui sont malins, c'est 15, 20, 25. D'accord? De toute façon, il faut toujours prendre 3 niveaux avec 3 hypothèses différentes. Donc, ici, je prendrai 25, volontairement optimiste. Et je mets ici, ça fait à peu près, par rapport aux attentes de 2028. Oui, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de dossier. Attention, quand on regarde le forecasting, analyse scorecard, quand est-ce qu'ils se sont trompés? Ouais. En 2020, 2015 et 2017, peut-être pendant un champ, il faut toujours pas juste aller regarder à cette période-là, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce que cette compagnie a beaucoup changé sur les dernières années. En tout cas, depuis à peu près 7 à 8 ans, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. Et ces attentes-là ici, ce sont des attentes. Ça veut dire que ça pourrait ne pas se réaliser s'il y a beaucoup de changements. Je ne sais pas moi, peut-être qu'au niveau des data centers, finalement, on va se rendre compte que ça ne vaut pas la peine d'en construire, je ne sais pas. OK? Donc, il faut toujours se protéger. Je ne dis ça ne va pas arriver, on est d'accord que ça, c'est une hypothèse un peu tirée par les cheveux, mais c'est une façon de vous dire ici que tant que ce n'est pas $8, tant que l'année fiscale n'est pas terminée, vous ne pouvez pas, ça, ce n'est pas une garantie. On dit que c'est possible que ça arrive. Il y a de fortes chances que ce soit le cas parce que dans le passé, c'était comme ça. Et pourquoi est-ce que ça sera le cas? Parce qu'on a les data centers, on a ça, on a ça, on a ça. OK? Donc, si je prends 25 fois les bénéfices, c'est généralement un multiple qui inclut une croissance à double chiffre. Et sachez que la croissance va avoir tendance à ralentir tôt ou tard. Donc, je pourrais me situer à $322 l'action. 322, disons 323, moins la dette nette. Donc, on a une dette nette de combien? 323 moins la dette nette. On a une dette nette de 23. Ça donne combien? 300 euros. Excusez-moi, je parle de dollars, euros. 3, ça fait 300 euros. Je pourrais également retourner l'équation. On me demande de payer 277 euros une entreprise qui pourrait me reverser à peu près 13 euros d'ici 2028. 277, ça donne combien? 4,7%. Et je rappelle que les attentes en question sont de plus en plus optimistes. 11,15, 11,43. 11,87, 12,90. Et quand on regarde ici le nombre d'actions, c'est également une entreprise qui a plutôt un nombre d'actions stable. Donc, on est de plus en plus optimiste ici. C'est une bonne chose. En lisant, sans doute, vous allez comprendre, vous allez peut-être être aussi optimiste que moi. Je n'en sais rien. C'est pour ça que je vous encourage toujours à aller lire vos rapports financiers, écouter les conférences, parce que tout ce que je vous raconte ici n'engage que moi. Je peux me tromper. Et d'ailleurs, même, je me réserve pleinement et royalement le droit de le faire. OK? Donc, ici, comme une IA. Si l'IA peut se tromper combien de fois moi? Donc, ne m'en tenez pas rigueur. D'accord? Donc, ici, on a tous les éléments pour dire que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Segment industriel, on fait ça, on vient ici, c'était 300 euros, n'est-ce pas? Donc, dans industriel, on cherche ça, on vient ici, je mets Schneider, c'est S, donc Schneider. Et donc, si Schneider se comporte bien, imaginez les entreprises dans le même secteur d'activité. La dernière fois qu'on a fait une analyse de Schneider, c'était en septembre 2025. On avait un target à 200. Septembre 2025, je veux savoir à peu près à combien on était. Septembre 2025, ouais, donc aux alentours de $218 par là. Je sais pas, est-ce que j'ai pris 20 fois les bénéfices ou 25 fois? En tout cas, je mentionne une chose. Je ne regarde jamais les anciennes vidéos. Quand je décide d'analyser une compagnie, je me base toujours sur ce que j'ai lu présentement. Donc, écouter les conférences. Oui, parce que ce que je fais là, j'ai écouté les conférences call. Parce que Schneider, je n'avais pas le choix, parce que ça fait partie d'une entreprise qui compte quand on fait une note d'analyse sectorielle dans tout ce qui concerne ici les composants électriques ainsi que les équipements ici, dans ce domaine d'activité. Donc Schneider fait partie des leaders. Il faut lire sur la compagnie. OK? Ce que j'ai lu m'a plu, comme c'était le cas avant, bien sûr. Mais les multiples de valorisation que vous allez payer, c'est pas parce que je vous dis ici que 300 euros l'action, c'est sous-évalué, etc. Ça prend 25 fois les bénéfices. Et je vous ai dit que quand la croissance va ralentir, on va peut-être tomber à 20 fois les bénéfices. Et 20 fois les bénéfices, c'est 251 euros sans la dette. Et quand on n'aura plus de croissance, etc., et qu'on aura, période de maturité, ça sera plus en plus de 15 fois les bénéfices. Donc celui qui paye à peu près une quinzaine de fois les bénéfices, disons aux alentours, moi c'est mon prix, j'aimerais l'avoir aux alentours, en dessous des 200 euros l'action. J'aimerais l'avoir.
Mais en date d'aujourd'hui, au prix actuel, en termes de pondération dans mon portefeuille, peut-être 1%. Je ne vous ai pas dit que je vais le faire ou bien je vais l'acheter. Je vous dis que je ne vais pas le faire de façon. OK? Mais si je suis forcé à acheter cette compagnie, on me force à acheter du Schneider, je dis bien on me force à acheter, pas de souci. Mais en termes de pondération, je serai prudent. Et encore une fois, je mentionne. Oui, parce qu'il y a beaucoup de, encore une fois, il y a beaucoup de une fois. Parce que les gens, quand ils regardent les entreprises, même une entreprise de merde peut avoir des résultats, peut faire une très belle performance en bourse. Le plus important, c'est de protéger son capital. Donc la question que tu dois te poser, regarde cette compagnie, IonQ, les machins de computer, je ne sais pas comment on les appelle ça, l'informatique quantique, quantum computing, un truc comme ça. Regardez cette compagnie, pas de revenus, elle n'a rien du tout. Bon, pour l'analyser, il va falloir prendre le price to sales, ok? Et donc le price to sales ici, quel est le multiple qu'on va utiliser? Surtout qu'elle a une croissance très élevée, etc. Et ça, est-ce que c'est durable? On ne va pas prendre 25 fois les price to sales. Moi, je prends les price to sales moyens dans ce secteur d'activité-ci. Mais bref, pour l'analyser, il faut prendre le price to sales. En termes de cash flow opérationnel, rien. Personnellement, je préfère commencer à investir sur des entreprises qui ont déjà des cash flows opérationnels positifs. Parce que si vous la prenez par rapport au price to sales et qu'elle n'a pas de cash flow opérationnel, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous diluer. Chaque fois, elle va émettre de nouvelles actions ou bien elle va prendre de la dette. Ce qui n'est pas intéressant. D'accord? Ce n'est pas intéressant. Et donc, l'exemple que je voulais prendre ici, c'est que même une entreprise pareille peut faire une très belle performance en bourse. Mais est-ce que votre capital est protégé? Quantitativement et qualitativement. Moi, je ne pense pas que mon capital soit protégé. En tout cas, pour le moment, IonQ, je pense que mon capital n'est pas protégé. Ça ne veut pas dire que IonQ est surévalué ou quoi que ce soit. Encore que ça, ce n'est que mon avis. Schneider, nous sommes à 276 euros. Demain, si les performances continuent à être intéressantes, on pourrait monter à 600, 1000 euros, 10 000 euros. Je n'en sais strictement rien. Moi, je ne connais pas la folie des marchés. Je suis avant tout là ici pour protéger mon capital. Donc, j'achète à un prix qui, moi, correspond aux objectifs financiers que je me suis fixés. Toi, tes objectifs sont lesquels? Est-ce que c'est du 4,6%, 6%, 10%? Moi, c'est à partir de 6%. Qui 6% ici? Par exemple, si j'achète cette compagnie à $13, si elle me revêt du $13 l'action et que je l'achète aux alentours de 193 dollars, divisé par 193, ça donne un rendement sur cours de 6%. C'est à partir de ces niveaux-là que ça commence à m'intéresser. Parce qu'à partir de ces niveaux-là, si l'entreprise se négocie à 15 fois les bénéfices en moyenne sur les années à venir et qu'elle arrive à générer au moins 12,90 € ou 13 €, je ne surpaye pas. Okay? Si maintenant les multiples restent aux alentours de 25 fois les bénéfices, donc si on a une compression des multiples jusqu'à 193 $, donc à peu près 15 fois les bénéfices de 2028, et qu'on a une réaccélération des multiples à 25, je ne sais pas combien, j'aurais déjà payé un prix correct. D'accord? Un prix à partir duquel il y a de fortes chances que je ne perde pas d'argent. Pour ne pas perdre d'argent, il faut que je paye un multiple de valorisation intéressant qui maximise mon rendement. Mais également, il faut que j'investisse dans une entreprise qui a les capacités ici de générer du cash flow opérationnel de manière stable et croissante dans le temps. Et les chiffres ne vous disent pas que l'entreprise a les capacités de le faire. Les chiffres vous disent juste que... Les chiffres ne vous disent pas ce que l'entreprise va faire dans le futur. Les chiffres vous montrent uniquement ce qu'elle a fait dans le passé. Donc, vous raconte ceci, la probabilité pour que ça se réalise, pour qu'on reste à peu près au même niveau, est élevée. Mais le marché ne contrôle pas les multiples de valorisation. Enfin, vous ne contrôlez pas le multiple de valorisation que le marché paiera dans 1 mois, dans 6 mois. Mais il y a une moyenne qui s'impose, c'est au moins 15 fois les bénéfices. D'accord? Donc, à vous de voir combien est-ce que vous voulez payer. Moi, je mettrai un target price à 300. 300 à partir de 20 fois les bénéfices. Si je suis trop difficile, je mettrai 260 € par là. Dans tous les cas de figure, la conclusion reste la même. Je préfère rester sur les lignes de côté et attendre les 200 € à un prix qui me permet de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. C'est mon droit, c'est mon argent, c'est mon temps, c'est la sueur de mon front. D'accord? Quelqu'un d'autre pourrait acheter à un prix bien plus élevé. Si, selon tout le monde, si selon lui, le risque, enfin, le potentiel de croissance est bien plus élevé que ce que je veux bien admettre en date d'aujourd'hui. Si il constate que c'est le cas. Donc, toujours appliquer le jugement, parce que tout ce que Thierry raconte ici, ça n'engage que lui. Il a bien précisé qu'il se réserve le droit de se tromper.
Comme vous également, vous avez le droit de vous tromper. Si vous voulez investir sur cette compagnie en date d'aujourd'hui, c'est surtout la croissance qu'il faut questionner. Et quand je parle de croissance, ne vous asseyez pas et dites que non, les data centers, taille du marché, potentiel. Et rappelez-vous que quand le marché est optimiste, tout le monde a tendance à porter des lunettes roses. L'avenir paraît radieux, etc. Jusqu'aux premières secousses. Donc, dites-vous toujours que bon, oui, c'est positif, mais quel est le prix à partir duquel je ne perds pas beaucoup d'argent? Quel est le prix à partir duquel je pourrais ne pas perdre d'argent? Ou bien perdre très peu d'argent? Au cas où tout se passait mal, etc. Bref, j'ai trop parlé et on continue la discussion dans le groupe School. N'oubliez pas, vous avez le bootcamp, vous avez également la bibliothèque de prompt et si vous avez des questions concernant ces services-là, vous avez un appel ou bien regardez cette vidéo en priorité parce que j'ai répondu à certaines questions à l'intérieur. Pour les autres ici, lisez vos rapports financiers, écoutez les conference calls et rejoignez la communauté. Merci, au revoir.